Si on C'est-à-dire que achète une bouteille à le, 200, 300 euros et on ça ne met me dérange pas des... du tout parce que le plaisir n'appartient qu'à la personne qui consomme le produit. Le client est au roi. S'il a Ok. envie de boire un Vega Sicilia avec des glaçons, je lui dirais c'est peut-être Tu vas pas dommage, pleurer, non? mais je vais pas pleurer. Non, non, pas du tout. Par contre, si c'est toi qui choisis un vin à la carte et que tu ne trouves pas à ton goût, très important, pas à ton goût, pas avec un défaut, c'est très différent. Ok. Je pense que c'est quand même d'assez mauvais goût de réclamer la bouteille au sommelier, quoi. Difficile. Ouais, je vais dire Bourgogne. Ok. Mais du bout des lèvres, hein. Et Bourgogne, quand même. Ok. Cava ou champagne? Je vais devoir toujours du bout des lèvres, mais je vais dire champagne. Ok. Donc quand même, pour Toujours les du bout des réponses, lèvres. Je vais mettre, alors je vais peut-être surprendre, mais j'aime beaucoup le Vignato d'Onia, ok. rouge, c'est un Rioja. Et pourquoi j'aime ce vin? Bonjour Guillaume, merci beaucoup Bonjour d'accepter Maria. cette interview. Et si tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et raconter l'histoire de cet établissement. Alors écoute, actuellement, je travaille avec ma sœur, on dirige la société Market, on fait une activité qui est un petit peu diverse. On fait vente de vin, on a aussi un resto, bar à vin. Notre activité, c'est notre père qui l'a initié en 1974. Et nous, on a repris un petit peu la relève parce que lui, il est à la retraite, mais voilà, on est là, on gère tout ça. On a une spécialité quand même hein, dans la vente de vin et de vin fin en général, quoi. Combien à peu près les bouteilles du vin vous avez en stock? Alors, c'est difficile à dire actuellement parce qu'on est tout le temps en train de rentrer de nouvelles références, des références qui disparaissent. Mais en général, on tourne autour de 3000 références. Ok, Voilà. ok, et, Principalement sur des vins français aussi et espagnols. ok. Voilà, c'est vraiment le gros de notre activité, c'est les vins français et les vins espagnols. Voilà. Et si on va parler des vins français, espagnols, pour toi, quelle est la grande différence entre ces deux pays viticoles? Alors, ce sont deux très grands pays avec une tradition qui n'est plus à démontrer, aussi bien du côté français que du côté espagnol. Des différences, il y en a. C'est déjà par rapport au climat de ces deux pays. L'Espagne est un pays avec un climat quand même qui est globalement beaucoup plus chaud que le climat français qui est plus tempéré. Et ça se retrouve dans les vins. Les vins espagnols sont beaucoup plus charpentés, puissants. Euh, alors que les vins français sont davantage peut-être sur le côté un peu plus acide, un peu plus frais. On peut dire ça à peu près. Ensuite, peut-être que le côté français est plus adapté à l'élaboration de vins blancs, alors que le côté espagnol, on a davantage de grands rouges, même si on a des régions comme la Galice, ou même ou d'autres régions comme la Rioja ou le sud de l'Espagne, où sont élaborés des vins spéciaux comme les Finos, où on retrouve de très grands vins blancs, de très qualitatifs. Pour les gens qui connaissent pas du tout le vin espagnol, si tu peux faire une petite excursion dans le vin espagnol, Mhm. quelle grande différence entre les régions, quels sont les vins les plus populaires ou les domaines, et par quoi tu penses que c'est mieux de commencer la connaissance avec les vins espagnols. Alors moi, je commencerai d'abord par dire qu'on a deux très grands cépages de vin rouge. On a le Tempranillo. Alors le Tempranillo, on le retrouve dans la région de Rioja, qui est un petit peu la région historique et phare des vins du centre nord de l'Espagne. On les retrouve bien entendu à Ribera del Duero, qui est aujourd'hui une des grandes régions vinicoles espagnoles et peut-être celle qui a une image la plus positive actuellement. On le retrouve aussi dans plein d'autres régions, hein, à Toro, où il y a le Tinta de Toro. On le retrouve même dans des pays comme le Portugal. Et voilà, c'est-à-dire que bon, le Tempranillo marque vraiment ces régions-là. Pour revenir à Ribera del Duero, le vin le plus iconique actuellement espagnol, qui est le Vega Sicilia, se trouve en Ribera del Duero. Ok. Et c'est un domaine aussi qui produit d'autres magnifiques vins comme le Valbuena, la Lyon. Et bon, on peut dire que c'est vraiment quelque chose de splendide. En Rioja, on retrouve deux types de vins. Les grands classiques comme le Vignard d'Anza, le Vignat Tondonien, et des vins qui ont un côté un peu plus concentré, des vins un peu plus modernes, comme Remires de Ganuza, qui est aussi un très grand domaine, magnifique domaine, 200 monjes. Et là, on a vraiment une vinification qui est un peu plus moderne et qui peut faire penser un petit peu plus au Ribera del Duero par cette concentration et ce fruit très mûr qu'on retrouve en Ribera. Ok. Voilà.
Ensuite, j'ai envie de parler aussi du Grenache. Le Grenache, c'est l'autre grand cépage espagnol. Pendant très longtemps, ça a été le cépage le plus planté, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est le Tempranillo. On le retrouve en Aragon, surtout, et aussi en Catalogne. Et là, à nouveau, la dénomination phare, c'est le Priorat. Là, on retrouve des vins splendides comme l'Ermita de Alvaro Palacios, ou les vins de Valiac, par exemple, ou de chez Alvaro Palacios. Aussi, on peut parler du Clos d'Auffy, qui est un vin splendide. Toujours à base de Grenache, avec toujours une importation de Carignan, qui dans la région s'appelle le Sanso. Et c'est un petit peu la base des vins de Priorat. Mais il y a d'autres vins en Catalogne, comme le Montsant, qui sont aussi des vins superbes, Terra Alta. Donc c'est Voilà. riche en fait C'est très pour la riche, c'est quantité très riche pour les rouges. Après, bon, je voudrais pas oublier d'autres choses, hein. Il y a sur... Et si on parle de ton top 3 personnel de vins espagnols, si tu peux choisir uniquement 3 bouteilles de vin, qu'est-ce que tu vas choisir? Alors, déjà, je vais parler, si tu me tiens des vins top, je vais me dire que des rouges. Ok, D'accord? ok, J'adore les vins blancs espagnols. Il y en a que je trouve vraiment sensationnels. Mais pour pas me disperser, je vais oui, dire 3 vins rouges. ok. D'accord? Donc, je vais mettre, alors je vais peut-être surprendre, mais j'aime beaucoup le Viña Tondonia, Ok. rouge, c'est un Rioja. Et pourquoi j'aime ce vin? Parce que déjà, c'est un vin qui est, je trouve, magnifique par son équilibre et qui représente encore cette vieille tradition des vins de Rioja, des vins espagnols Mm. de cette région qui est vraiment splendide. Ce sont des vins qui sont hyper équilibrés, des vins de gastronomie qui sont vraiment très fluides, faciles à boire, faciles à adapter à n'importe quel type de menu, que ce soit un menu très riche ou quelque chose d'un peu plus léger ou même faire un apéritif. C'est un vin qui est vraiment top. Ensuite, je mettrai un Priorat. Je mettrai, je t'en ai parlé avant, le Clos d'Auffy de Alvaro Palacios. C'est vraiment une extraction magnifique d'une Grenache, mais pure, tu sais, c'est vraiment, il y a la puissance, de l'élégance, une énorme finesse. C'est un vin vraiment qui est splendide. Et ensuite, quoi mettre d'autre? Ça, c'est difficile. Eh ben, je mettrai un vin de Jumilla. Mm. Un vin de Jumilla. Jumilla, c'est une région qui est un petit peu, on va dire, pas décriée, mais un petit peu laissée de côté. Mais on retrouve vraiment des mourvèdres superbes. Et nous avons ici un vin qui s'appelle le Piefranco, qui est un des rares vins qui reste encore de vignes très phylloxériques Mm. et qui est élaboré dans cette région par la bodega Casa Castillo, par la cave Casa Castillo. C'est un vin qui est unique et vraiment superbe à la fois. Ok, c'est intéressant. Et si on parle, tu as commencé, on peut parler pour l'accord, mais avant, donc si on vient dans un restaurant où il n'y a pas un sommelier ou quelqu'un qui peut nous Mhm. vraiment conseiller, quelles sont les bases qu'on doit avoir si on prend quelque chose assez riche avec des sauces ou si on prend à l'envers quelque chose de très fine? Quels sont tes conseils Mhm. pour choisir le vin pour tel ou tel type de plat? Ah ben ça, d'abord, c'est une question de goût de chacun, hein. C'est-à-dire que bon, ça, les sommeliers, les serveurs, ils peuvent te conseiller, mais finalement, c'est ton goût à toi. C'est-à-dire que bon, déjà, si tu vas dans les restos actuellement, je crois qu'aujourd'hui, les sommeliers proposent beaucoup de vins au verre, et c'est quelque chose qui est vraiment un avantage, parce que rien ne te dit que ton premier sera adapté. Si tu choisis un vin pour ton Oui, premier plat, oui, ce sera pas forcément c'est vrai vrai, pour le second, quoi. c'est vrai. Et si jamais en face de toi, tu as quelqu'un qui demande un poisson en second et toi, tu as envie d'une viande, c'est embêtant aussi, quoi. Et les vins, souvent, ben, s'adaptent à un type d'aliment et pas trop bien à d'autres. Donc, c'est difficile de faire une bouteille avec tout un repas. Mais c'est pour ça que les vins au verre, c'est quand même un avantage aujourd'hui, quoi. Ok. Voilà. Et si on prend une bouteille de vin, Mhm. donc on goûte et on comprend qu'on n'aime pas du tout ce vin, mais la bouteille est déjà ouverte. Est-ce Voilà. qu'on peut demander de changer ou quelles sont les possibilités du client qui a commandé une bouteille, il n'a pas du tout aimé? Alors, écoute, ça, c'est quelque chose qui est toujours un dilemme. Ok, Voilà. C'est toujours un dilemme. Toi, comme client, si tu te fais recommander un vin par le sommelier et ce vin-là ne te plaît pas, tu as la possibilité d'exposer à ton sommelier que tu n'apprécies pas trop son choix. Et là, c'est le sommelier, s'il est un petit peu professionnel, on va dire, ou un petit peu ouvert, il comprendra qu'il faut qu'il change la bouteille. Par contre, si c'est toi qui choisis un vin à la carte et que tu ne trouves pas à ton goût, très important, pas à ton goût, pas avec un défaut, c'est très différent. ok, Je pense que c'est quand même d'assez mauvais goût de réclamer la bouteille au sommelier, quoi. ok.
Voilà. Après, une chose, c'est que toi, tu le trouves qu'il y a un défaut. Ça, après, il y a Oui. un goût de bouchon, le vin est trop évolué, enfin bref, il y a 1000 défauts qu'on Oui, peut si tu exposer peux au parler un sommelier. peu Et là, on plus, peut réclamer, bien entendu. si tu peux parler un peu plus, comment comprendre que c'est un vin avec un défaut? Et si c'est souvent que quand tu ouvres une bouteille, tu vois que c'est un vin avec un défaut, est-ce que c'est assez rare ou c'est plutôt souvent? C'est relativement rare. Ok, C'est relativement rare d'avoir des vins avec des défauts. Il y a vraiment un effort qui a été fait sur le choix des bouchons. Après, il y a des bouchons comme les diams qui permettent de ne plus avoir de faux goûts de bouchon au moment de l'ouverture. L'apparition des bouchons à vis pour les vins à consommation rapide. Donc, c'est rare d'avoir des défauts sur des vins, je te dis, à consommation immédiate. mhm, Après, il y a le problème des vins, par exemple, sur le cas ici, un vin qui a une évolution. Et là, il pourrait y avoir un problème de bouchon. C'est-à-dire que le bouchon a laissé rentrer un petit peu d'air, ou le bouchon a vraiment transmis un goût de bouchon assez important. À partir de là, bah oui, c'est au sommelier de regoûter le vin, et s'il y a un défaut, on le change, bien entendu. Guillaume, si tu peux D'accord. nous raconter un peu quelle est la différence entre, il y a beaucoup de verres au vin, donc Mhm. quand on achète, quelle est la différence, quel type de vin il faut choisir et comment en fait, comment comprendre toute D'accord. cette... Donc, je t'ai amené deux vins qui sont relativement, enfin, deux verres qui sont bien adaptés à la consommation du vin, d'accord? Donc, on a ici un verre, on va appeler ça que c'est un vin, un verre universel, même si c'est un peu plus adapté au service des vins rouges assez charpentés comme des Bordeaux ou des Ribera del Duero, des choses comme ça. Et donc, c'est un verre qui est vraiment impeccable. Donc, tu vois, c'est le verre est fin. Il est grand. Ça, c'est Mhm. très important aussi de ne pas prendre de verre qui soit trop petit. Et donc, ça, c'est un verre qui est adapté un petit peu à toutes les conditions. Ok, Ok. Par sa taille, mais aussi par sa forme, c'est-à-dire qu'il est refermé sur le haut, ce qui permet vraiment de bien renfermer les arômes du vin, en fait. avec ça on peut boire du vin blanc ou du vin rouge, Dans ce cas-là, on serait plus sur un verre à vin rouge, ok, mais on peut boire du vin blanc là-dedans parfaitement. ok, Ensuite, pour du vin blanc, c'est-à-dire c'est le cas ici, je préfère un verre comme celui-ci, qui est un typique verre à Bourgogne. ok, Tu vois que la forme est un petit peu différente, c'est un peu plus évasé sur le bas, pour vraiment ensuite concentrer les arômes du vin, parce qu'il est bien enfermé sur le haut. ok. D'accord. Donc ça c'est mieux pour le blanc, tu penses, et Et ça c'est là, mieux ce pour sera un le peu rouge. mieux adapté D'accord. au vin Ok. blanc. Ok. D'accord. Et si tu peux nous montrer, donc, quand on sert le vin, il y a toujours des problèmes quand je bois du vin avec mes amis à la maison. Mhm. Quand quelqu'un sert du vin, dans tous D'accord. les cas, on a du vin un peu partout, des gouttes. Donc, si tu peux nous montrer, en fait, quand on sert le vin, qu'est-ce Ouais. qu'il faut faire pour ne pas avoir des gouttes sur la Alors, il table? faut donner le fameux coup de poignet Oui, des serveurs, ok? Donc, j'ouvre un bouteille ici. On imagine que tu oui, sois une cliente et oui, moi je viens te oui. servir le vin. Je te présente l'étiquette. Ok. Je viens devant toi. Je sers la quantité nécessaire Et quelle est la quantité jusque-là. nécessaire? Ben, en général, c'est ça. C'est-à-dire que bon, dans les verres à Bourgogne, c'est facile de voir qu'on arrive juste avant que la courbe se referme. En fait, c'est Ok. là. Faut pas aller au-delà. Ok. D'accord. Et si Surtout, on remplit le vin, donc c'est juste parce qu'on ne peut pas sentir ou c'est pas bon? c'est pas beau. Le vin va trop se chauffer dans le cas du vin blanc. Ah, ok. Et ensuite, c'est vrai qu'au niveau de l'aromatique, tu seras vraiment limité. Et si toi, tu aimes déguster en remuant un petit peu ton verre, si tu le remplis trop, ben, ce sera pas facile à faire. Ok. C'est là où tu peux vraiment avoir des problèmes de dégustation, quoi. D'accord. Et si tu peux nous montrer comment déguster le vin pour, Mhm. pour montrer que tu es vraiment connaisseur du vin. Alors, Quand on te propose vraiment de connaisseur. déguster Mhm. du vin, il y a beaucoup de gens qui sont gênés en fait parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, s'il faut vraiment faire ce tour, s'il faut... Il Qu'est-ce qu'il faut. faut faire Alors, il y a trois phases au Oui, moment de la dégustation. Il y a d'abord la phase, bon, alors ici, il nous manque une feuille blanche, par exemple. oui, Mais si on imagine que on a une feuille blanche, oui. d'abord, on voit la couleur. La couleur peut déjà transmettre pas mal d'informations. C'est pour ça que les nappes, ça nous aide. Exactement. Ah, Les nappes blanches sont vraiment très bien conseillées lors de dégustation pour ça, parce que la couleur te donne beaucoup d'indications, aussi bien pour les vins blancs que pour les vins rouges. ok. D'accord. Ici, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que, par rapport aux couleurs, on peut déjà imaginer?
Ah Quel ben, type de on vin? a déjà une couleur qui est très claire, translucide, très brillante. Ok, Donc on sait qu'on va avoir un vin qui est sans doute très jeune, en pleine forme, parce que le côté brillant d'un vin te transmet aussi sa forme. C'est comme une ok, personne, un vin brillant, et en couleur sera un vin qui sera déjà, qui est vraiment en pleine forme pour la dégustation, qui est vraiment ok, bien, quoi. ok, Tu vois, quand il est une couleur un peu terne, c'est qu'il a déjà une évolution négative, ok. tu vois. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième Alors, phase. deuxième phase, c'est vraiment la phase olfactive. C'est là, tu as un premier nez, tu remues un petit peu ton verre pour oxygéner le vin. Et là, tu as ton deuxième nez qui est beaucoup plus expressif, on va dire. Ok, Parce que ok. là, tu as oxygéné un peu ton contenu, et c'est là où tu as beaucoup plus d'informations lors de ton analyse olfactive. Est-ce que c'est avec tous les types de vin qu'il faut remuer? Par exemple, C'est avec des conseillé. champagnes. Avec le champagne, tu peux le faire aussi. Ok, Le champagne et un vin. ok, Donc oui. on l'analyse de la même manière. Ok, donc Et c'est pour ça ça, qu'actuellement, toutes ces coupes à champagne traditionnelles ont un petit peu disparu. Parce que finalement, un champagne s'analyse de la même manière que tous les vins, quoi. ok. Donc, et après? Et ensuite, ben, la dernière phase, ce sera la phase de dégustation. Mais ce sont trois phases. Et c'est toujours dans cet ordre. Le visuel, l'olfactif et le dégustatif. Et la D'accord, dégustation. d'accord. Si on parle comment il faut tenir, il y a différentes manières de tenir un verre. Mhm. Si je peux te montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il surtout faut pas faire. C'est bien simple. Il faut toujours tenir le vin par le pied du verre. Il y a certains qui font comme ça. Est-ce que c'est bon ou comme ça? Moi, je le fais jamais. C'est Ok, vraiment quelque chose qu'on fait lors des cocktails ou des ok, choses comme ça. Mais bon, en général, c'est un peu la même chose, hein. Tu peux le ok, tenir par ici, c'est pas un problème. ok. Voilà. Est-ce Ce qu'on qui est à peut... éviter, Oui. c'est de le prendre comme ça. Pourquoi? Ou de prendre le verre comme ça. Bah, tout simplement parce que tu vas réchauffer ton contenu beaucoup plus rapidement. Dans le cas du vin blanc, c'est dommage. Oui. Ok. Et ensuite, bon, bah, c'est pas très élégant ensuite d'avoir des traces de doigts sur le verre pendant qu'il est en train de déguster, quoi. Ok, Tu vois. ok, Donc, c'est vraiment conseillé de prendre le verre ici par le pied. ok. Et si on n'a pas encore parlé, il y a beaucoup de gens qui achètent du vin pas pour boire tout de suite, mais Mhm. pour faire un investissement. Ouais. Pour toi, quel type de vin est meilleur qu'il faut choisir pour avoir vraiment cette idée d'investissement et pas le vin qu'on peut garder Mhm. pendant plusieurs années? Alors, les vins, tu peux les acheter comme investissement, mais c'est quand même des vins qui sont vraiment reconnus pour ça, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne vas pas t'improviser de faire un investissement sur des vins comme du Beaujolais Nouveau. C'est un cas extrême que je te Ok, dis, quoi, hein. Mais il faut déjà savoir que le vin que tu vas acheter pour investir soit un vin qui soit vraiment fait pour être vendu ou dégusté dans quelques années. Et d'accord. qui est quand même déjà une reconnaissance internationale au niveau qualitatif. Mais par exemple, cite quelques types de vins que tu penses sont les plus populaires pour les investissements. En investissement, bah, en Espagne, tu as bien entendu tous les vins de Vega Sicilia, qui sont de très bons investissements, le Nico, le Valbuena, qui sont des vins à boire ou à garder. Mhm. Et c'est très difficile qu'ils perdent de la valeur, sinon tout le contraire. En France, bah, il y en a énormément, quoi, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu as de nombreuses caves de Bourgogne, de nombreux Bordeaux, des champagnes. Il y en a plein aussi qui sont des bons investissements. Les têtes de cuvée de champagne, il y en a plein qui sont reconnus pour soit se maintenir, soit s'améliorer niveau tarif. Ensuite, en Italie, tu as des vins incroyables aussi, qui sont de grands investissements. Je ne vais pas te dire de nom, parce que bon, on les connaît tous, quoi, hein. Mais Ok. il y Donc en a on quand même prend pas en mal. fait les noms et les domaines les plus populaires et comme ça on est sûr Voilà. que ça va pas le Voilà. prix ça va changer, ça va uniquement augmenter. Ça va jamais s'affaisser. Et Voilà. aujourd'hui c'est très populaire d'avoir dans la carte des vins nature, des vins bio. Quelles sont tes idées parce qu'on n'avait pratiquement pas ou presque ou pas du tout la vin en nature ou la vin en bio. Mhm. Quelles sont tes idées par rapport à ce type de vin? Alors voilà, pour aller très vite, hein, il y a, on va dire, trois catégories. Oui. Il y a les vins bio, il y a les vins biodynamiques et ensuite il y a les vins nature. Nous, on Mhm. travaille sur les vins bio et les vins biodynamiques aussi. Parce que le biodynamique, c'est aller plus loin dans la démarche biologique. C'est-à-dire, bon, il y a toute une série de choses, créer soi-même son engrais, faire
une série de travaux à la vigne ou à la cave en suivant les cycles de la lune, etc. Enfin, des choses comme ça. Tous ces vins-là, on en a. Ok. Pourquoi? Parce que ce sont des vins, lorsqu'ils sont bien faits, qui ont quand même une stabilité en bouteille. Ça nous permet toujours quand même d'avoir ce minimum de risque de vendre un vin ou d'offrir un vin qui a un défaut, justement, à notre client. Alors que très souvent, les vins nature sont des vins extrêmement délicats, dans la mesure où il n'y a pas d'utilisation de SO2, il n'y a pas de soufre. Mhm. À partir de là, un petit changement de température, une manipulation qui a été mal faite lors du transport, n'importe quelle chose peut vraiment donner des goûts déviants au produit. Alors bon, certains locaux se sont un petit peu spécialisés dans la vente de ces vins-là, et on respecte totalement. Mais nous, pour l'instant, on hésite quand même à faire la démarche, justement, pour cette raison. Et donc, Marquette aura 50 ans ce Voilà, septembre. exactement. Et pour moi, en tant que Russe, en Russie, on peut avoir les changements politiques et tout, le changement de pays en 50 ans. C'est quelque chose inimaginable d'avoir un établissement qui fonctionne lors des 50 ans. Si tu peux nous donner des conseils, quels sont les secrets pour avoir un établissement qui a le succès durant tous ces 50 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que c'est tout simplement arriver à bien définir quel est ton corps de métier, Alors, faut arriver à combiner vraiment ce qui te plaît et qu'il soit quand même un marché qui soit porteur, quoi, hein. C'est-à-dire que bon, nous, on aime les vins fins, et principalement les vins qu'on a ici, des grands vins français, des grands vins espagnols, bien entendu. Mais si, on pourrait pas faire ça s'il n'y avait pas un marché qui soit porteur derrière. Et nos clients andorrans, espagnols, français, sont quand même des personnes qui sont à l'écoute de tout ce que nous avons ici en cave. Ensuite, au niveau de nos produits, ben, on essaye toujours de travailler avec des fournisseurs qui aspirent à l'excellence, quoi, hein. On n'a jamais changé. C'est pour ça qu'en plus, ces fournisseurs-là, on travaille avec eux depuis fort longtemps. Je peux te donner les exemples de Carpier pour les saumons, qui avait commencé d'ailleurs son entreprise avec notre père. C'est-à-dire que vraiment, ses tout débuts, ça a été avec lui. C'est-à-dire que son premier client, on peut dire qu'en Andorre, ça avait été Marquette. Ensuite, Xavier à Toulouse, qui est un MOF quand même, meilleur ouvrier de France, qui est un grand spécialiste des fromages, qui est aussi un fournisseur de grande qualité, formidable. Joselito, qui est quelque chose, qui est toujours une référence au niveau des jambons, hein, et de tout ce qui est charcuterie ibérique, ce sont des produits magnifiques. Et dans tous les domaines, on essaye de travailler avec des fournisseurs de cet acabit, quoi. Mais pour toi, si tu vas choisir également ton top 3 de vins français, quelle bouteille, quelle région tu vas choisir déjà? Plusieurs régions. Là, je reviens de Châteauneuf, comme tu l'as dit. J'adore les vins de Châteauneuf. C'est des vins qui sont vraiment splendides. En plus, c'est une région qui permet aux producteurs vraiment une certaine liberté de faire un petit peu de tout. Ils ont 13 cépages, ils les utilisent un petit peu comme ils ont envie, quoi. Donc, ça donne vraiment des choses très intéressantes. Richesse. Ouais. C'est très sympa, les vins de Châteauneuf. Donc, on pourrait parler à Châteauneuf, bien entendu, de Rayas, qui est quelque chose d'unique au monde. Fonsalette aussi, de chez eux. Après, sans parler des super références de Bourgogne, moi j'aime beaucoup certains. Mais si on te dit, voilà, tu choisis 3 bouteilles, que tu vas boire pour toute ta vie et tu peux pas les changer, donc uniquement ces 3 bouteilles. Alors uniquement ces 3 bouteilles. Bon. Ça, entre rouge, blanc, même rosé si tu veux, ou champagne, tu peux choisir tout ce que tu veux, mais uniquement 3 bouteilles. Ça, c'est extrêmement difficile. Un vin qui est vraiment splendide, je pense qu'on ne peut pas s'en fatiguer. Je vais mettre, par exemple, un Meursault de chez Koch. Ok. Même un village, ça suffira. Mais c'est splendide. Et pourquoi pas un Léoville Lascaz, tiens. Léoville Lascaz. Ok, c'est intéressant. Pourquoi? Léoville Lascaz, je trouve que c'est peut-être le Bordeaux le plus parfait qui existe. Pour moi, hein, c'est vraiment encore des... Donc ça, c'est vraiment pour toi quelque chose de le plus intéressant. C'est un Saint-Julien incroyable. Okay. Ah ouais. On est en restaurant et on doit construire une carte de vin. Et on n'a pas toutes ces notions que tu as dans ta tête. Comment il faut construire une bonne carte de vin dans un restaurant qui n'est pas vraiment... Déjà là, ouais, le restaurateur doit savoir ce qu'il va offrir à manger.
Ok. Ça, c'est vraiment sa base. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un restaurant qui est basé sur le poisson, on va dire, ou sur les fruits de mer, ou quelque chose Non, comme on ça, prend tu vas une pas brasserie une française brasserie classique. française classique. Si tu travailles beaucoup tes plateaux de fruits de mer, tes huîtres, etc., tu vas pas t'amuser à mettre énormément de rouge. Tu vas quand même travailler tes champagnes, beaucoup de vins blancs, des vins blancs secs, assez sympas, fruités, nerveux, Oui. pour quand même bien t'adapter à ton offre, quoi, tout simplement. Ok. Après, si on est dans un resto de montagne, une borda, comme ici en Andorre, où on travaille beaucoup les viandes, ben là, ouais, on pourra avoir des Rioja, des Ribera, des Priora, des vins rouges assez costauds, qui Ok. s'adaptent bien à ton offre culinaire, tout simplement, quoi. Et après, si on parle des appellations, des prix, en fait, est-ce que c'est l'idée de mettre uniquement les vins, bah, on va dire, plus chers ou à l'envers, les vins moins chers, ou d'avoir vraiment une mixte pour avoir un peu de tout? En fait, est-ce qu'il y a des règles? Il y a des règles, bien sûr, ouais, faut bien sûr contenter un petit peu toute ta clientèle. Mais ça dépend aussi de ton offre à toi. C'est-à-dire que si tu veux faire un resto relativement bon marché, tu ne dois pas t'amuser à avoir des vins très onéreux. Tu ne les vendras jamais. Tu n'auras pas la clientèle pour ces produits-là. Donc il faut vraiment que ce soit en adéquation entre le prix et puis ton objectif, ton but avec ta carte des vins. Ok, Et au contraire, si tu veux vraiment faire une carte de restaurant avec des jolis produits qui commencent à être relativement onéreux, il va falloir quand même travailler une belle carte des vins. ok. Et on n'a pas encore un été, mais on va nous préparer. Donc, le rosé, c'est très populaire en été. Mhm. Mais c'est pour la plupart des gens, c'est à peu près la même chose. Est-ce que pour toi également, si on parle du vin rosé, c'est à peu près la même chose et c'est pas grave si on achète une bouteille à 5 euros ou à 15 euros ou c'est la même chose. Où il y a la différence dans le vin rosé, il y a les Mhm. règles, comment choisir une bonne bouteille de rosé. La qualité existe dans tous les produits. Le vin Ok, rosé aussi. Le vin rosé est un produit qui peut être très très qualitatif. C'est-à-dire que bon, surtout en France, en Provence, il y a vraiment une recherche de faire des vins rosés de très haut niveau, quoi. ok. T'as Voilà. ton top, tu bois du vin rosé? Hein? Tu bois Du vin rosé? rosé? Oui. Très peu. Ok. Très peu, non, non, non. Franchement, Même le en vin rosé, été. très peu de vin rosé, ouais. Ok. C'est pas une question de goût, hein, c'est vraiment, c'est pas un produit que je bois Ok, personnellement, quoi. ok. Et si on parle des champagnes, pour Noël, ton Mhm. top préféré des champagnes? Alors pour Noël, bon, alors avant, je te parlais du Royal Oui, millésimé, qui est un petit peu quelque chose qui est top. Après, j'adore aussi, dans un contexte un petit peu différent, le Drapier, le Bruit de Nature 100% Pinot Noir, oui. qui est vraiment un produit sensationnel, un petit peu différent, très frais, tendu. Avant, on parlait des fruits de mer, ça c'est quelque chose qui est génial pour ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? J'en ai tellement, hein, des bons champagnes. Alors je t'ai parlé de Drapier, j'aime beaucoup aussi pour parler des grandes maisons, ben le Comte de Champagne, 100% chardonnay, magnifique, D'accord, top, d'accord. vraiment. Et d'après toi, est-ce qu'on a le droit de mettre des glaçons dans le vin? On a le droit de tout faire. Ok. Le client, le consommateur a le droit de faire ce qu'il veut. Donc ça te gêne pas Ça ne me si, gêne pas du tout. si on C'est-à-dire que achète une bouteille à le, 200, 300 euros et on ça ne met me dérange pas des... du tout parce que le plaisir n'appartient qu'à la personne qui consomme le produit. À Oh, partir de là, on n'est pas là. On peut donner un conseil. ok, Moi, je peux te conseiller, si tu bois un grand champagne, si tu bois un comte de champagne, c'est peut-être dommage de le boire à 0 ou 1 degré comme le font certaines personnes. Mais après, le plaisir n'appartient qu'à chacun, quoi. ok. Donc le Voilà. client est roi Le d'après client toi. est roi. Ok. S'il a envie de boire un Vega Sicilia avec des glaçons, ben, je lui dirais c'est peut-être Tu vas pas dommage, pleurer, non? mais je vais pas pleurer. Non, non, pas du tout. Et si on doit choisir une bouteille pour quelqu'un Mhm. qu'on ne connaît pas tout à fait, quelle bouteille Oui. choisir en cadeau quand on ne connaît pas les préférences d'une personne? Ça, c'est difficile à faire, mais bon. Moi, je ne prendrais pas de risque, j'irais vraiment chercher des classiques. C'est-à-dire que, par exemple, en Andorre, on a beaucoup de personnes qui apprécient les vins espagnols, quoi. Mhm. Donc, moi, directement, j'irais, selon le budget, ben, sur la gamme des Vega Sicilia, par exemple, un Allione ou un Macan, par exemple. Ce sont des vins qui font vraiment l'unanimité, quoi, hein. Et là, Ok, c'est très difficile de se tromper.
Après, si la personne a envie de faire plutôt sur un vin catalan, ben, je repartirai sur un priorat. Ok, Là, c'est très difficile aussi de se tromper. Il y a des super priorats. Nous, on a des priorats dans une gamme qui commence à partir de 20 euros, qui sont vraiment des vins formidables et qui font en général vraiment plaisir. Un autre produit qui est consensuel, c'est le champagne. Voilà, donc quand tu offres une bouteille de champagne, c'est difficile de se tromper, quoi. Alors vraiment, il faut que la personne en face n'aime pas le vin, mais ça, là, c'est une autre histoire. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et si on n'a pas le temps pour venir chez vous et on se trouve au supermarché, Mhm. dans les grandes surfaces, comment on peut choisir une bouteille plus ou moins normale? Plus ou moins normal, c'est-à-dire normal. Moi, je te dirais, ce que j'ai vu en Andorre. Est-ce que tu achètes, tu n'achètes pas de vin en grande Non, surface, j'imagine. bah non. J'ai aucune raison de le faire. Aucune raison Mais de le voilà, faire. donc pour les gens Mais qui pour n'ont les pas ce personnes stock, qui doivent aller au supermarché, en Andorre, il y a quand même une bonne offre dans les supermarchés, globalement. Hein, je ne vais pas dire les maisons de supermarché, mais quand je vais faire mes achats, j'ai toujours la curiosité de regarder les rayons. oui, Et je trouve qu'ils sont vraiment très bien achalandés. Mais principalement quand même en Andorre sur tout ce qui est vin espagnol. Beaucoup mhm, plus qu'en vin français. c'est vrai. Ok. Oui. Donc à partir de là, bah, il ne faut pas hésiter à prendre un vin espagnol alors, hein, parce que sur les vins français, c'est un petit peu plus difficile. Et je dois dire qu'il y a des grands classiques qu'on retrouve en supermarché en Andorre. Ok, donc il faut choisir quelque chose plus connu, on va dire. Plus, Il y a des choses connues, mais des choses qui sont vraiment pointues. Hein. ok. Il y a des beaux produits. Hein. Pas te dire le nom du supermarché, mais l'autre jour, j'ai trouvé en rayon un Pago de Calovejas, par exemple, qui est un Hmm, très beau Ribera. ok, ok. C'est-à-dire que c'est un vin, tu ne t'attends pas à le retrouver en supermarché, et là, il y était. Il était en rayon. Donc, c'est une très belle référence. C'est vrai. Mais avec des vins français, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Il Voilà. faut venir ici. C'est pour ça que nous, on s'est un peu plus spécialisé sur ce domaine-là, quoi. C'est vrai. Donc, le vin et le fromage, c'est quelque Voilà. chose vraiment très important. Si tu peux nous donner trois, par exemple, le meilleur accord, tel type de fromage avec tel type de vin pour toi, d'après D'accord. ton avis. Alors, d'abord, on dit le vin et le fromage. Il faut dire les vins et les fromages, parce qu'il Ok, y a tellement de diversité de vins, c'est vrai. mais aussi de fromages, qu'on ne peut pas proposer un seul vin pour un fromage, parce que Ok. c'est incroyablement diversifié, quoi. Donc, on va commencer par exemple, si on prend un fromage tel que Quelque chose de le plus facile à trouver, peut-être, pour la plupart des bah gens. écoute, on va parler par exemple d'un fromage espagnol qui s'appelle le manchego, Oui. d'accord? On peut à peu près adapter la même chose, même si le manchego c'est du brebis, et en France on a le comté, mais on peut faire à peu près le même accord, hein, le Mhm. même accord. Ok. Alors il faut pas hésiter parlant des vins espagnols, à mettre par exemple soit un fino pour un manchego qui est pas trop âgé, Mhm. ou un comté qui est un comté souple et assez fruité. Et si on est sur des manchego beaucoup plus secs, ou alors du comté assez costaud, un peu Oui. plus âgé, là on peut mettre déjà un oloroso ou un amontillado. D'accord. D'accord, ça peut très bien faire l'affaire, ça peut être magnifique. Et si on prend des vins français pour les mêmes fromages, qu'est-ce qu'on choisit? Alors là, ça va être plutôt, alors des vins du Jura, nous on n'en a pas, hein, mais normalement on conseille les vins du Jura, Mhm. mais aussi on peut, sans hésitation, on peut mettre moi, je pourrais mettre par exemple un chardonnay de Bourgogne avec quelques années déjà. Mhm. Ça pourrait passer parfaitement bien. Ok. C'est chardonnay qui commence à prendre des notes légèrement oxydatives, qui est vraiment sur l'évolution. Par exemple, on a ici des Chablis 2015-2016 qui, je pense, pourraient être magnifiques sur un comté ou sur un manchego, quoi. Ok. Bah après, si on D'accord. prend du chèvre, par exemple. Alors du chèvre. Alors si on prend par exemple un chèvre comme un bichonnet, Oui. ok, sur un bichonnet, bichonnet tendre. Et Alors là, également, on peut peut-être faire si tu peux un. proposer un vin espagnol et un Bah, vin très bien, français. on va faire un vin espagnol et un vin français. Là, c'est relativement facile parce que, enfin facile, c'est-à-dire que là, on pourrait faire un accord vraiment régional. C'est-à-dire, on va chercher un vin de la Loire, Mhm. et là, je pourrais proposer un bon pouilly fumé, un bon Sauvignon, qui irait parfaitement sur un bichonnet. Du côté espagnol, là, un superbe Albarino, Rias Baixas, de l'année, un 2022 par exemple, actuellement, avec de la tension, ce côté un peu aromatique, mais sec, serait vraiment quelque chose de top. Il nous reste des fromages bleus, Roquefort.
Je ne sais pas, en Espagne, il y a quelque chose de similaire? Alors, oui, il y a un fromage qui s'appelle le Cabrales, par exemple. Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant, hein, parce que c'est un mélange des trois laits, en fait. Donc, c'est un Mm. bleu, mais qui va au-delà de la puissance du Roquefort, hein. C'est Ok. vraiment très, très costaud. Alors là, il faut vraiment des vins qui aient du répondant, hein. Et du vin qui ait du répondant. Alors, bon, traditionnellement, en France, on le propose avec du Porto, les bleus. Mm. C'est très bon d'ailleurs, hein. C'est excellent de mettre un joli vintage sur du Porto, hein, sur du Roquefort. On peut mettre aussi du Mori, d'accord, des vins du Banyuls, des vins du Roussillon. Du côté espagnol, on a des Priorat doux, on a des superbes vins doux qui sont faits dans la région du Levante à partir du Mourvèdre justement. Ça peut s'adapter parfaitement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Je pense qu'aussi un Amontillado serait splendide, hein, là-dessus. Si on parle des gens qui n'ont pas une cave à la maison, comment D'accord. bien conserver les bouteilles du vin à la maison? Fermées et ouvertes. Alors, c'est toujours difficile de garder des vins à la maison. Moi, je conseille toujours aux clients de venir chercher les vins avec le plus de rotation possible. Parce Mhm. que les vins, quand même, dans une maison qui est chauffée à 22 degrés, 21 degrés, en position verticale, ils ont tendance à s'abîmer, quoi. Donc, vraiment, il faut avoir des vins dans une armoire, c'est jamais une très bonne idée, quoi, hein. On est loin de la conservation idéale de 14 degrés. Enfin bref, je ne vais pas te raconter ce que c'est, Oui, tu le connais. oui. Mais donc, ouais, vraiment un minimum. Sinon, aujourd'hui, il y a des petites caves qui sont disponibles en supermarché, Oui. certaines, et on acquérir une, et puis ça permet au moins d'avoir le vin qui est en position horizontale et à une bonne température de conservation de 14-15 degrés. C'est déjà un début. Ça permet d'avoir voilà, une petite dizaine de bouteilles à la maison. Si tu peux nous raconter pourquoi il est si important d'avoir toutes les bouteilles en position horizontale, si on veut les garder longtemps, pourquoi c'est important? C'est important par rapport à l'humidité du bouchon, en fait. Mhm. Un bouchon doit être toujours bien humide, des deux côtés d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que du côté du vin, s'il est en contact avec le vin, il est impossible qu'il se sèche, donc par définition. Mais du côté extérieur, ici donc, du goulot, il faut aussi qu'il y ait une bonne humidité, parce que sinon il a tendance à se réduire. Et Mhm. s'il se réduit, il y a une entrée d'air qui va se produire, et là le vin il va être abîmé, sûr. Ok, Sûr. C'est pour ça que l'hygrographie d'une cave est extrêmement importante, il faut être à 70-80%. ok, Si on est en dessous, et en plus en Andorre est un pays où il fait très sec, c'est et vrai. donc il faut faire très 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 attention à ce niveau-là, quoi. Ok. Et si on a ouvert une bouteille du vin Mhm. et on veut la garder, combien de temps on peut la garder dans un frigo à la maison? Ou c'est pas du tout possible, il faut la boire tout de suite. Bah, écoute, c'est pour le vin blanc ouvert à la maison, il peut te tenir bien une petite semaine, hein, faut pas aller au-delà. Hmm. Petite semaine, hein, j'ai Ok. dit. Petite, Euh, c'est-à-dire 5 jours, ouais, 6. 5 jours, 5-6 jours, parce que vraiment après, il sera éventé, il sera vraiment abîmé, quoi. Ok. Le rouge gardé à l'extérieur, bon, tu peux le garder en frigo aussi, hein, mais après, tu le sors du frigo, il sera pas à température du service, c'est désagréable. Enfin bref, ouais, en extérieur, il va te tenir 2-3 jours ouvert. Ok. Sinon, on peut voir pour les personnes qui consomment relativement peu de vin à la maison, d'acquérir un Coravin. Ça marche bien Ça d'après marche toi? très bien. Le rouge ou le blanc? Dans mon cas, moi, Oui. blanc. Blanc, c'est vrai? Ouais, Ok. Le vin français ou le vin espagnol? Joker. Ok. Je ne peux Tu pas peux dire. pas? Je ne peux pas dire parce qu'il y a des avantages et des inconvénients Mais de si chaque on te côté. dit tu dois choisir et tu vas boire uniquement ce vin toute ta vie, français ou espagnol, donc tu choisis. Je peux pas choisir là. Non? Non, je peux pas choisir. Ok, Trop difficile. ok. Bordeaux ou Bourgogne? Difficile. Ouais, je vais dire Bourgogne. Ok. Mais du bout des lèvres, hein. Et Bourgogne quand même. Ok. Cava ou Champagne? Je vais devoir toujours du bout des lèvres, mais je vais dire Champagne. Ok. Donc quand même, pour Toujours les du bout des réponses lèvres. de vin français, de vin espagnol, peut-être ça va être français, non? Pas toujours. Pas toujours. Il y Ok. a toujours des vins espagnols extrêmement intéressants, des cavas qui sont superbes aussi, hein. Et en Euh, plus, c'est des produits, on les affronte, mais c'est pas les mêmes produits, hein. C'est vraiment des vins
le cava et le champagne. Alors, on pourrait Parle faire un peu plus, oui, de la différence entre cava et champagne, parce que la production est la même, c'est ça? la production, c'est-à-dire que la méthode Oui, d'élaboration, c'est la même. c'est ça. C'est-à-dire que c'est une deuxième prise de mousse en bouteille. Oui, D'accord? Donc c'est une méthode qui est noble d'un oui, côté comme de l'autre. Parce qu'on a souvent tendance à dire que le cava est un produit inférieur au champagne, mais l'élaboration, c'est exactement la même. C'est beaucoup de travail. C'est un dégorgement. Enfin bref, c'est vraiment difficile à élaborer. C'est la même difficulté de faire un champagne qu'un cava. ok. Contrairement à d'autres produits qui ont beaucoup de succès, comme le Prosecco, qui est fait en cuve close. Mais Donc c'est, voilà. Franciacorta, par exemple, c'est la même chose, on Mais va dire. Franciacorta, c'est comme le champagne et le Oui, cava. ok. C'est une deuxième prise de mousse en bouteille. Ok, donc D'accord? entre cava et champagne, quelle est la différence pour toi? Alors déjà, on a le climat des deux régions, beaucoup plus chaud en cava, bien entendu, donc avec des vins qui sont plus riches, on va dire. Mhm, Et ensuite, ça permet de faire des vins qui sont beaucoup plus secs, mhm, parce qu'on utilise beaucoup plus la méthode du brut de nature en cava qu'en champagne, ou parfois pour compenser, enfin parfois souvent pour compenser l'acidité du vin de base, on met un petit peu de sucre, c'est pour ça que les vins sont bruts. Donc beaucoup plus riche et complexe du côté du champagne. Mais du côté du cava, on a un produit aussi qui est beaucoup plus facile, on va dire. Et ça permet pour un apéritif, d'avoir un produit très bien fait, très explosif en bouche, très vraiment fruité, sympa. C'est quelque chose qui est différent. ok, Et il existe d'excellents cavas. c'est vrai, c'est vrai. Et ok, donc C'est un produit qui mérite d'être oui, beaucoup plus apprécié qu'il ne l'est actuellement. c'est vrai. Franciacorta, on laisse sur le même niveau Franciacorta, pour toi. c'est top. Donc C'est top. c'est bon, Ah on ouais, c'est laisse très très également bon. tous les trois. Ah, Pour toi, c'est Cadel le même niveau. Bosco, puis il y en a d'autres, c'est superbe. Ok. Ah ouais. Et si tu choisis vin pétillant ou vin tranquille? Perso, va tranquille. Ok. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.